ce webinaire Globe Seller organisé avec Voile Magazine. Merci à tous pour l'intérêt porté à cette formation. J'espère qu'elle sera très utile pour vos croisières et vos navigations cet été. On va encore attendre quelques petites peut-être minutes. que les manœuvres moteurs angoissent un peu les amateurs de voile. C'est possible. Surtout après un petit confinement, on n'a pas pu On est trop un peu rouillé, pratiquer. on est un peu rouillé. Exactement. On a perdu la main. Hop. Bon, j'attends encore quelques minutes. Alors c'est notre deuxième webinaire organisé par Globe Seller, donc on n'est pas des spécialistes. Notre premier webinaire était il y a un mois environ, donc avec Clara également et Christian Dumas, donc organisé sur le thème de Windy, l'utilisation du logiciel de prévision météo pour naviguer. Et on avait eu un peu plus de 400 participants, donc un super intérêt également de la part des plaisanciers. Excuse-moi Olivier, on peut le voir en replay, le webinaire météo? Alors, oui, on l'a mis en replay sur notre chaîne YouTube, mais c'est uniquement pendant 1 ou 2 mois, parce qu'après, c'est une formation qui est payante en fait, et fournie par Wapala et Clara qui organise ce webinaire. Et du coup, ils ont accepté qu'on le mette en live pendant 2 mois, il me semble. Mais après, par contre, si les plaisanciers souhaitent revoir cette formation, ils peuvent s'inscrire à Wapala et avoir Faudra que j'aille voir ça. Ok. Non, faut pas hésiter. Et c'était très intéressant. Donc 240 participants, on attend encore peut-être 1 minute ou 2. Donc pour introduire, merci à tous de vous connecter et d'être aussi nombreux pour ce deuxième webinaire sur les manœuvres de port. Un grand merci à toi François-Xavier, donc rédacteur en chef de Voile Magazine, d'animer cette formation. Et quoi, mon cher Olivier? Je souhaite également remercier Clara Dumas, que vous voyez sur vos écrans, qui dirige Wapala, et c'est une plateforme de formation en ligne pour la navigation et pour la plongée, d'autres activités nautiques. Donc je vous recommande de suivre et de vous abonner à leur newsletter information, c'est très très utile. Donc merci beaucoup Clara pour l'organisation de ce webinaire, et puis Marine qui fait partie des équipes de Globe Seller. Donc merci Marine aussi qui a participé à l'élaboration de cette formation. 260. Alors à combien de participants on lance le truc? Bonne question. Et 16h03. On peut dire généralement on a à 5. À 5 on commence, voilà. Bon, allez vous prendre un café, on commence à 5. Et par contre, ce que je tiens à souligner, c'est que cette formation sera disponible en replay également sur la chaîne YouTube de Globe Seller et probablement sur nos réseaux sociaux. C'est pas une raison pour nous quitter tout de suite, mais on enverra une petite information et vous pourrez la revisionner, la partager pour être sûr d'être bien au point pour vos navigations. Juste une petite précision, vous avez un onglet questions, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y aura un temps de réponse à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bon. On va couper les téléphones, hop. Attends. On va peut-être avoir un petit peu moins de connectés que d'inscrits, étant donné que c'est bientôt les vacances. J'espère que vous allez tous bien en profiter. Je suis désolé, je bouge les mains, mais parce qu'en fait, il y a des mouches qui m'embêtent et qui se posent juste sur la webcam. Si, c'est incroyable. C'est le week-end des grands départs, là. Les grandes manœuvres. Bon, on y va? T'es prêt, Fix? Écoute, oui, je suis aussi prêt qu'on peut l'être. Alors, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire de Globe Seller organisé en partenariat avec Voile Magazine. Et merci François-Xavier d'accepter d'animer cette formation sur les manœuvres de port. Je vais redire un petit mot. Donc Globe Seller, on est une agence de location de bateaux et agence de
de croisière basée à Paris, La Rochelle et en Bretagne. Donc nous avons le plaisir de faire naviguer nos clients, alors plutôt en ce moment sur les eaux françaises et en Méditerranée, et sinon normalement vous pouvez également naviguer à nos côtés, que ce soit aux Grenadines, en Thaïlande, aux Maldives, aux Seychelles, un petit peu partout, hein, plus de 180 destinations pour louer un bateau pour vos vacances. Et le confinement et puis les épisodes récents nous ont incités à développer des formations en ligne. Et donc, nous avons fait un partenariat avec Clara et Wapala qui proposent des formations en ligne basées sur l'univers marin. Et donc, on a fait un premier webinar sur l'utilisation du logiciel Windy pour les prévisions météo. Et donc, voici notre deuxième webinar sur la thématique des manœuvres de port. Donc, un grand merci François-Xavier. Je te passe la parole, je te laisse te présenter et puis après donc animer cette formation sur les manœuvres au port. Un grand merci. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez, moi j'ai pas de retour vidéo, mais donc François-Xavier de Crécy, moi je m'occupe de Voile Magazine, qui est donc une revue de voile que vous connaissez, j'espère. Et si vous la connaissez pas, j'espère que vous ferez connaissance rapidement. Donc voilà, moi aussi c'est la première fois que je fais ça. Donc vous êtes 311, c'est très impressionnant. Je ne suis pas prof de voile, je suis journaliste nautique, mais voilà, à force de traiter le sujet, disons que j'ai couché sur le papier quelques petits trucs et quelques conseils qui moi m'ont été très utiles quand je les ai appris et je voudrais voilà, les partager avec vous. Merci beaucoup François-Xavier. Et je coup, tiens oui. à dire donc cette formation sera disponible en ligne sur Globe Sailor et sur Voile Magazine, je pense. Ah oui, sur le site Voile et Moteurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure. Sur le site Voile et Le site Moteurs Voile et et puis Moteurs, qui est le site la chaîne de de Voile Globe. Magazine et des autres revues d'édition La Rivière, des autres revues nautiques, c'est-à-dire Motorboat, Neptune et La Pêche en mer. Donc voilà, on mettra ça aussi en ligne sur Voile et Moteurs, bien sûr. Et vous verrez que un certain nombre d'articles sur lesquels je m'appuie pour cette formation sont déjà en fait en ligne sur Voile et Moteurs. Très bien. Alors nous allons couper nos micros et puis on te laisse la parole, François-Xavier. Alors attends, ne m'abandonnez pas complètement parce que je vais être sûr de faire les bonnes manips pour partager. Vous voyez mon écran là déjà ou pas? Non, bah non, vous le voyez pas. Je le lance. C'est bon, on le voit. On le voit. Ok, et je lance PowerPoint et il faut me mettre en diapo là. Voilà. Hop. Voilà, et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ça marche mieux comme ça. Ok. C'est bon là, le retour sur l'écran, tout va bien? C'est parfait. Bon, ok. Ok. Alors, mieux manœuvrer. Bon, en fait, on s'aperçoit, c'est très simple, que les manœuvres moteurs font peur et que c'est souvent un obstacle pour l'accès à la croisière. Et c'est dommage parce que vous allez voir que c'est pas si compliqué. Et en fait, c'est un moment qui est quand même stressant dans une journée de croisière. L'arrivée au port, c'est que souvent on assiste parfois à des scènes dans les ports un peu pathétiques. On voit des gens qui se hurlent dessus, il y a du stress. En plus, il y a du public. Alors ça, c'est terrible parce que l'été, les gens se massent un peu, ils regardent les gens, regardent les bateaux galérer un peu dans leurs manœuvres. Donc ça, c'est pas forcément un moment agréable. Mais bon, ça peut être aussi un moment de gloire si la manœuvre est réussie. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Donc, quand on manœuvre moteur un voilier, ce qui compte, c'est l'hélice et les appendices. C'est tout ce qui est dans l'eau finalement. Bon, vous me direz tout ce qui les œuvres mortes, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de l'eau compte aussi en termes de prise au vent. Mais quand même, on utilise tout le manette des gaz et le safran, le gouvernail, donc l'hélice est très importante. Là, ce que je voulais juste, on va pas rester sur la théorie longtemps, hein, mais je voulais juste rappeler qu'il y a 3 types d'hélices. L'hélice fixe, donc c'est le truc standard qu'on a beaucoup sur les bateaux de location finalement. L'hélice repliable, qui est la deuxième. Vous voyez, est-ce que vous voyez ma souris? Ah non, j'ai pas de souris, ça va être pratique ça. Si, on voit ta souris, François-Xavier. Ah ok. Ah, je la vois sur un écran mais pas sur l'autre. Très bien. Donc la fixe, hein, vous la voyez, c'est celle-là, tripale fixe. La repliable,
Donc quand c'est une bipale, on dit bec de canard parce que ça ressemble à un bec de canard. Tripale, ça existe aussi, donc c'est pour réduire évidemment la traînée sous voile. Et ce qu'on appelle la mise en drapeau, c'est-à-dire on appelle ça une Max Prop parce que Max Prop c'est une marque, il y en a plein d'autres, J-Propre, Ewold, etc. Donc en fait c'est les pales qui se mettent en drapeau sous voile, idem pour réduire la traînée. Mais celle-là, la particularité, c'est qu'en marche arrière, les pales s'inversent. Donc en fait, elle est assez puissante en marche arrière, tandis que les deux autres sont moins puissantes en marche arrière en marche avant. Donc je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on manœuvre au port, très souvent on utilise la marche arrière pour arrêter le bateau, et il faut tenir compte du fait qu'on a moins de patates en marche arrière. Sauf si donc on a une hélice à mise en drapeau et on appelle aussi à pas variable. Donc ça, c'est important parce qu'évidemment, quand on veut s'arrêter, en général, c'est qu'il y a un obstacle devant, donc il ne faut pas qu'on sous-estime le temps d'arrêt. Donc le mieux, c'est d'avoir fait un essai avant en eau libre ou à un moment où il n'y a pas de danger, pas d'urgence. En ce qui concerne les appendices, donc là, il y a différentes configurations possibles également. Alors, ce qu'on préfère pour manœuvrer au moteur, c'est d'avoir un bon vieux quillard avec un safran au milieu, donc un mono-safran, comme on dit. Donc, ce que vous voyez là sur le schéma, le dessin que je vous ai mis là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le flux de l'hélice, c'est-à-dire la poussée de l'hélice, l'hélice envoie un flux d'eau directement sur le safran. Donc là, si j'ai mis toute la barre d'un côté, eh ben, le flux de l'hélice va faire directement pivoter le cul du bateau. Donc ça va être un outil très puissant pour faire pivoter le bateau, pour le faire virer quasiment sur sa longueur, surtout si c'est un quillard comme ici, donc la quille va l'empêcher de dériver, d'être entraîné par la force centrifuge, et donc il va très bien pivoter. Si vous avez par exemple un dériveur intégral comme sur cette image, alors c'est génial pour échouer comme ici sur le banc du bûcheron. Mais là, quand vous manœuvrez au port, vous devez impérativement garder un peu de dérive sortie. Alors pas tout, parce que ce sera peut-être trop profond et que vous allez racler la vase, mais un tiers ou un tiers de dérive, ça vous évitera d'avoir un bateau qui part comme une savonnette au premier coup de vent et qui est incontrôlable. Ça, c'est très important. Garder un peu de dérive sortie, c'est vrai aussi pour un quille relevable, quille pivotante. Souvent, c'est bien de descendre à mi-course ou aller à 30%. Voilà. Là, j'ai mis aussi une image d'un. Alors, c'est quoi? C'est un philo, je crois. Bref, c'est un bateau. Alors, en plus, là, c'est un biquille bisafran. Biquille, c'est pas très gênant. Bisafran, c'est un peu plus embêtant. Bon, en plus, il y en a de plus en plus parce qu'on fait des bateaux plus larges, notamment des arrières larges. Et qui dit bateau large dit, pour garder le contrôle, si on ne peut pas mettre un safran de 3,50 m, eh ben, c'est bien d'en avoir deux. Donc, des bisafrans, il y en a de plus en plus. Et c'est vrai qu'en manœuvre de port, c'est moins pratique. On ne bénéficie plus de l'effet coup de fouet sur le safran dont je vous parlais tout à l'heure, celui du petit dessin là. Donc, ça sous-entend qu'il faut manœuvrer avec un peu plus de vitesse pour que les safrans mordent bien quoi, et soient efficaces. Et manœuvrer avec plus de vitesse, ça demande plus de maîtrise hein, globalement. C'est ce que je vous mets un peu dans les petits points que j'ai énumérés là. Est-ce que ce que je vous dis est à peu près clair, ça va? Bon, en fait, C'est très bien. Non, c'est très clair. bon, ok. Confirme, Donc, poursuivons. Alors, les règles d'or, j'ai mis ça là, c'est bizarre, on met plutôt ça à la fin normalement. Donc, je vais passer là-dessus un peu rapidement, mais alors ce que je vous disais, la bonne vitesse, c'est vrai que c'est un peu la clé en fait, parce que trop lentement, on n'est pas manœuvrant. Et trop rapidement, forcément, on risque de faire des bêtises. On a moins de temps pour réagir et puis ça peut faire peur aux autres. Mais cela dit, quand vous voyez, si vous voyez des pros, des gens, le personnel, les professionnels, les loueurs par exemple, qui passent leur temps à transporter les bateaux d'un point à l'autre du port, ils manœuvrent vite et ils cassent pas beaucoup de bateaux en fait. Et c'est vrai qu'en manœuvre vite, parfois c'est quelque part ça facilite les choses. Alors voilà, faut trouver le bon compromis, la bonne vitesse. Bon, le bon bateau, c'est un peu ce qu'on disait, voilà, avec les différentes configurations d'appendices, double safran, dériveur, etc. Alors la marche arrière. Alors ça, ça va être un des axes de cette présentation en fait, c'est de vous montrer que tout est plus simple en marche arrière en fait. Donc moi, ce serait mon conseil de manœuvrer au port en privilégiant beaucoup cette façon de faire. C'est pour ça que j'ai mis cette photo là.
Pourquoi? Parce que vu comme c'est fait un bateau, en fait, en marche arrière, bah, on voit beaucoup mieux ce qui se passe, on voit mieux les obstacles puisqu'on les a directement sous les yeux. Et puis en fait, on s'aperçoit à l'usage qu'on est très précis. Les safrans mordent directement, enfin les safrans ou le safran mord directement dans l'eau qui donc le safran se retrouve devant en quelque sorte. Et ça marche très bien. Et on a beaucoup moins de problèmes avec l'effet de pas. Donc ça, j'y reviendrai. L'effet de pas, c'est important. C'est ce qui fait que quand vous passez la marche arrière, votre bateau donne un coup de cul généralement à gauche. Mais donc là, vous voyez bien sur cette image, il suffit de se mettre de l'autre côté de la barre et en fait, ça se conduit comme une voiture ou comme un camion, j'allais dire. Là, j'envoie la barre, je tourne la barre vers bâbord, ben, j'envoie le cul à bâbord. Voilà. Ben là, on verra ça après dans des cas pratiques, que c'est souvent une très bonne solution de manœuvrer en marche arrière. Anticiper le vent, évidemment, c'est pas très difficile. Le courant, c'est souvent beaucoup plus délicat parce que, bon, voilà, on le voit pas très bien. C'est moins intuitif, on va dire. Et c'est vrai que le courant, ça peut être compliqué. Il faut reconnaître, c'est pas toujours évident dans des ports, notamment des ports en rivière, la Trinité ou sur l'Odet, là, Sainte-Marine, etc. Bon. Si ça vous fait peur, vaut mieux essayer de manœuvrer à l'étal ou à un moment où il y a moins de jus, quoi. Bon. Ne pas hésiter à recommencer une manœuvre mal engagée, ça c'est, voilà, faut pas se mettre la pression. On refait un tour, on respire un coup, on remet tel parbattage au bon endroit qui était mal placé, on répète à chacun quel est son rôle et à quel moment il doit entrer en action. Voilà, c'est important de se donner le temps, de pas mettre les gens sous pression. On reparlera un peu de la gestion de l'équipage, mais c'est vraiment la clé. Quand je vous disais tout à l'heure, les gens qui dans les ports se crient dessus, etc. C'est vraiment le truc. Ça met vraiment une ambiance, une mauvaise ambiance. Et si vous avez des débutants à bord, ça va pas leur donner envie de revenir. Donc c'est vraiment la chose à éviter. Et je vous parle même pas des enfants là. Voilà, faut leur donner envie. Et donc faut que tout se passe dans une bonne ambiance. C'est important. L'effet de pas. Alors l'effet de pas, on va y venir. L'effet de pas, où est-ce que j'en parle? C'est pas là? Non, je sais plus. En fait, on va pas aller sur la théorie de l'effet de pas parce que c'est compliqué. Même quand on en parle, les spécialistes, moi, je comprends rien. Enfin, en gros, il y a une espèce de bras de levier entre le moteur et l'hélice. Plus l'hélice est reculée, en général, plus il y a d'effet de pas. Et en fait, quand vous passez la marche arrière, ce que je vous disais, vous sentez immédiatement que le bateau se déplace latéralement, donne un coup de cul en général à gauche, étant donné le sens de rotation le plus commun des hélices. Et donc, ça peut être un peu surprenant, mais en fait, quand on le sait et quand on l'anticipe, ça peut aussi être très utile. Donc, on va apprendre à s'en servir. Voilà. Et en fait, j'ai un coup de téléphone, c'est pas le moment. Voilà, je vais raccrochonner. Qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, c'est une remarque qu'on me fait souvent, c'est qu'on le sent en marche arrière. Pourquoi on le sent pas en marche avant? En fait, ça entre aussi en jeu en marche avant. Mais quand en marche avant, on démarre beaucoup plus vite, puisque c'est le sens naturel de l'hélice. On compense immédiatement avec le safran sans s'en rendre compte. Inconsciemment, on corrige un peu avec le safran et en fait, on compense l'effet de pas. En fait. Tandis qu'en marche arrière, le temps qu'on se lance et le temps que les safrans mordent, et ben, le bateau, il pivote. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle l'effet de pas et qui fait parfois un peu peur. Oups. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, excusez-moi, je n'étais plus en... Oh là là, qu'est-ce que Là, c'est? t'as changé d'écran, FX, faut que tu reviennes sur, ouais, voilà, Ouais, sur la ouais. presse. Voilà. J'ai eu un peu de mal. Bon, voilà. Alors, donc là, alors ça, c'est un extrait d'un article hein, qu'on a publié dans Voile Magazine. C'est des thèmes qu'on traite quand même souvent dans le magazine. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à vous abonner au plus vite, évidemment. Non, non, on n'est pas là pour vendre notre cam, mais quand même, c'est quand même un super magazine. Donc là, sur ce schéma, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on voit voilà, en fait, on va prendre la place en marche arrière. Si vous Vaut mieux voyez, que tu fasses avec ta souris plutôt qu'avec ouais. ton stylo. Ah oui. Oui, oui, c'était pas forcément. Mais en fait, ça marche pas comme tout Voilà. à l'heure. C'est assez Là, bizarre.
On voit ta souris. Ah, voilà. Ah ouais. Voilà, ça va mieux. Donc là, je m'engage dans la panne. La panne, c'est l'espèce de couloir entre les deux pontons. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la position 3, là, l'effet de pas va m'aider en fait à aller chercher la place. C'est-à-dire qu'il va me faire pivoter, il va me donner le petit coup de pivot immédiat, donc le cul du bateau vers bâbord, vers la gauche. Et le temps que le bateau se lance, eh ben, je vais commencer à pivoter. Donc ça, c'est juste parfait. Et puis on va les glisser dans la place de cette façon-là. Au passage, vous voyez qu'on a mis les petites images. Alors, je suis désolé d'ailleurs, l'exportation n'est pas d'une qualité. Bon, bref. Un détail important, qui n'est pas vraiment un détail en fait, quand on manœuvre, on passe très souvent de la marche avant à la marche arrière. Anticipez suffisamment pour marquer le point mort en fait. Ça, faites-le. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour votre inverseur. Il vous en sera gré, parce que si vous passez de la marche arrière à la marche avant et inversement sans d'un coup sec et définitif, vous allez le flinguer assez vite. Il y a un inverseur, après c'est de la mécanique et c'est des sous, et voilà. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Je m'adapte au vent. Alors, j'aime bien celui-là parce que là, c'est le contraire. On sort, ça pourrait être quasiment la même place que l'exercice d'avant. On sort de la place. On a vu que le vent soufflait depuis l'extérieur de la panne. Ouais, parce que là, on voit pas avec le cadrage, mais en fait, la sortie, elle est à tribord du bateau. Elle est de ce côté-là. Et là-bas, il y a un gros mur, là. C'est le bout de la panne. Donc le vent pousse, il y a une bonne prise au vent sur l'étrave, là, le vent pousse l'étrave vers la gauche, vers bâbord. Ok, je me laisse faire, pas de problème, je m'adapte, je le laisse partir, j'envoie le nez vers le cul-de-sac. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez intéressant, c'est que avec une voiture, on se mettrait droit et puis on ferait notre marche arrière. Là, on voit que le bateau, il va un peu plus loin, on pointe le nez légèrement vers le ponton, vers la gauche, en anticipant du coup l'effet de pas, parce que là, quand j'ai passé la marche arrière, bam, ça redresse le bateau d'un coup avant de le lancer. Donc on n'a pas, si je m'étais mis droit, je serais parti de ce côté-là vers le ponton, et après j'aurais dû corriger en faisant une petite frayeur parce que je serais passé peut-être un peu près de ces bateaux-là. Donc là, voilà, j'ai poussé un peu plus mon virage à gauche, j'ai pointé vers la gauche et hop, avec l'effet de pas, ça m'a redressé mon bateau et après je recule tout droit et voilà. Donc, en fait, l'effet de pas, une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est pas mal. Alors, une petite astuce bien sympa. Si on est en solo ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, les trucs en solo, quand on a un équipage un peu débutant, le mieux, c'est de pas le solliciter finalement, ou le moins possible, et de pouvoir faire les choses sans solliciter des compétences qui sont par ailleurs incertaines. Donc, cette manip-là, elle est pas mal. Parce qu'elle elle est très rassurante en fait. Si vous avez un bon pare-battage d'étrave, comme celui-là, vous pouvez très bien aller prendre cette place. Alors, évidemment, sur la fin à toute petite vitesse, parce qu'on ne va pas emboutir le ponton à 3 nœuds, mais vous allez finir à... Ça va pas être possible ça. Si quelqu'un a choisi ce moment pour me harceler sur mon téléphone fixe, c'est absolument insupportable. Donc vous allez poser délicatement le nez du bateau avec ce pare-battage sur le ponton, puis j'envoie complètement la barre à bâbord. Donc là, vous voyez, le safran, du coup, il part à bâbord aussi. Et du coup, je reste embrayé, bien sûr. Je garde un petit filet de gaz embrayé. Donc le flux de l'hélice plaque le bateau contre le catway qui est juste là à tribord du bateau. Moi, je ne vois plus ma souris, mais peut-être que vous la voyez. Et à partir de là, Bon. ben, il se passe plus rien. C'est-à-dire que j'amarre, je fais en sorte de. Alors souvent, il y a un frein sur une barre à roue. Je peux éventuellement pour me rassurer, mais je pense qu'elle bougera pas parce que le flux de l'hélice tape sur le safran. Enfin bref, on garde la barre là, dans ce cas-là, complètement à gauche. Et en fait, le bateau est immobilisé en cette position par la force du moteur. Donc moi derrière, j'ai plus qu'à descendre tout tranquillement de mon bateau. Surtout pas sauter sur le ponton, jamais, parce que c'est un cas d'accident tellement banal et tellement bête.
Et ben, je descends de mon bateau, il se passe absolument rien, je l'amarre tranquillement en prenant tout mon temps. Et voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de manœuvre que j'adore parce que ça respire la sérénité. Voilà. Il faut juste bien régler sa vitesse d'arrivée. C'est un truc que font souvent bon, bah, les gens qui naviguent seuls et puis qui ont leur place habituelle. C'est pareil que c'est pas forcément un truc qu'on fera en location dans un port qu'on connaît pas, mais c'est sympa. Alors une arrivée à quai, bon, alors j'en ai mis une, mais bon, c'est vraiment tout bête, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on fait souvent pour récupérer quelqu'un ou un ponton à gasoil, etc. En fait, c'est juste une question ouais, de bien réguler sa vitesse. On va embrayer, je veux dire, on arrive évidemment avec un petit régime moteur, et souvent on passe au point mort tranquillement, on consomme un peu son air, c'est-à-dire on laisse le bateau avancer et ralentir doucement, et puis ça permet justement de marquer un temps entre la marche avant et la marche arrière, puisqu'on va après utiliser la marche arrière pour s'arrêter. Donc voilà, la bonne vitesse et le bon angle par rapport au quai. Là, sur la première image, on a un angle qui est assez soft. On pourrait éventuellement pointer un peu plus dessus, mais bon. Donc voilà, là, on passe le point mort. On le laisse avancer tranquillement. On se range le long du quai. Et alors là, pas bête, on s'est mis côté bâbord au quai. Pourquoi? Parce que le petit coup de marche arrière final, eh ben, avec l'effet de pas, il nous plaque contre le quai. Et ça, c'est parfait. Voilà. Après, on va commencer par passer une garde, c'est-à-dire arrêter le bateau, le saisir dans le sens un peu longitudinal, et puis après les pointes, etc. C'est-à-dire, on va tranquillement amarrer le bateau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en fait, l'erreur classique sur cette manœuvre-là, qu'on fait tout le temps, un jour ou l'autre, parce qu'on est un peu stressé et qu'on a peur de taper le bateau du loueur ou le bateau du copain ou le sien contre le quai, c'est qu'on donne le coup de barre trop tôt. Donc on range le bateau bien parallèle au quai, mais à 1,50 m. Donc ça marche pas. Dans ce cas-là, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'hésite pas à tout recommencer. On refait un tour plutôt que de voir un équipier qui va essayer de faire un bond de cabri et se vautrer lamentablement, et ça va finir aux urgences, et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, là, on n'hésite pas à refaire un tour si on a pris trop court. Et alors peut-être on peut envoyer quelqu'un devant qui va nous dire à quel moment on peut donner le coup de barre, quoi. Voilà. Ah, départ sur garde. J'adore. J'adore ça. D'abord parce que ça épate la galerie. Alors typiquement, voilà. Si tout le monde vous regarde manœuvrer, là au moins, c'est. Non, en fait, c'est une manœuvre sympa parce que, alors c'est très efficace si vous avez un vent plaquant. C'est-à-dire, vous êtes à quai, vous avez un autre bateau. Pourquoi j'ai la souris derrière moi en fait? C'est bizarre. Vous avez un autre bateau devant vous, un autre bateau derrière, et le vent vous plaque comme ça. J'ai pas mis une flèche, j'aurais pu. Mine de rien, c'est un peu casse-pied. Alors, vous pouvez avoir un équipier qui va vous pousser le nez de toutes ses forces, monter sur l'autre bateau en vous tirant sur les traves. Bon, bref, ça va être difficile, on risque de se faire mal. Non, alors, le départ sur garde, il y en a deux. Le départ sur garde avant, c'est le plus efficace. C'est simple, vous mettez une garde là entre ce taquet sur le ponton et l'avant. Bien garnir l'avant de pare-battage, un bon matelas de pare-battage, c'est très important. Et après, marche avant, avec la barre, je ne dis pas de bêtises, à droite. Oui, je crois que c'est ça. Mais non, la barre à gauche, la barre à gauche. On veut que le safran soit comme ça. Bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. On le voit en fait à la forme du remous. Non, la barre est à droite. Voilà, la barre est à droite. Du coup, le fût de l'hélice tape sur le safran et est renvoyé de cette façon-là, et donc ça l'éloigne du bateau, ça l'éloigne du quai. Donc voilà, de toute façon, avec un point fixe et une haussière et un moteur, on peut faire énormément de choses. Donc ça, il faut vraiment s'en servir. Donc là, départ sur garde, marche avant, donc il n'y a plus rien derrière évidemment. Le cul, ça envoie le cul du bateau vers la gauche jusqu'à ce que et quand le bateau forme un angle suffisamment important par rapport au quai, eh ben, on passe à la marche arrière en marquant toujours un petit point mort et on recule doucement. Dès que l'haussière, là vous avez besoin par contre d'un équipier à l'avant qui va larguer l'haussière, qui était bien sûr en va-et-vient, on le voit là sur l'image.
qui va larguer l'haussière dès qu'elle est plus en tension. Et puis voilà, on s'en va sans inquiéter les voisins. Donc ça marche aussi dans l'autre sens, mais c'est moins puissant parce qu'il n'y a pas de coup de fouet justement sur l'hélice, mais ça marche quand même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une haussière dans ce sens-là, le faire en marche arrière de la même façon. Une haussière dans ce sens-là. L'avantage de faire dans l'autre sens, c'est que tout se passe dans le cockpit. C'est un peu plus facile pour ça. Mais bon, les deux sont possibles. Mais s'il y a un vent plaquant, c'est plutôt par l'avant que ça se passe. Alors, astuce solo pour ce même départ sur garde avant. Ça, c'est la classe ultime. Le nœud de brigand ou nœud de voleur qui est fait comme ceci. Si vous voulez le refaire chez vous, eh ben, il faut procurer Voile Magazine parce qu'il faut bien regarder quand même comment c'est fait. Non, mais on peut le trouver ailleurs. Nœud de brigand, nœud de voleur. Alors là, c'est sympa parce que donc vous avez votre grande haussière là entre l'avant et ce taquet là. Donc c'est cette partie-là qui est en tension, celle qui est le long du quai, et celle-là, elle n'est pas en tension, mais vous la gardez à la main. Vous faites votre marche avant, le cul part vers le large, et quand vous estimez que l'angle par rapport au quai est suffisant, vous tirez d'un coup sec et hop, ça vous libère. On le voit sur la petite image là, il a tiré et l'haussière tombe à l'eau. On fait bien attention qu'elle n'aille pas dans l'hélice, mais là ça risque pas trop parce qu'on est en marche arrière et vous partez. Et là, bon, c'est parfait quoi. C'est pas mal du tout. Vous n'avez pas besoin donc de l'équipier qui larguait tout à l'heure à l'haussière. Alors ça c'était le même article avec ce garçon qui s'appelle Nicolas Barthélémy avec la Massif et qui a été un super prof de manœuvre parce que moi j'ai appris plein de trucs avec lui. Donc là, c'était prise de quai par l'arrière. Et il commençait par m'expliquer. Alors ça, c'est un truc assez intéressant. Je sais pas où on en est du temps, il est 4h30. Ouais. Il m'avait dit, arrête le bateau. Donc moi, je me mets face au vent. Et puis, de temps en temps, je mets un petit coup de gaz à gauche, à droite, parce qu'en fait, l'étrave, il y a toujours un moment où elle prend une risée d'un côté ou de l'autre. Et il m'a bien fait comprendre qu'en fait, ce que je faisais était stupide. Pour arrêter un bateau, faut se mettre cul au vent en fait. C'est ce qu'il fait là, sur cette image là. On se met cul au vent avec un tout petit filet de gaz qu'on règle en fonction de la force du vent. S'il y a beaucoup de vent, il en faudra peut-être un peu plus. Et en fait, il ne se passe rien parce que le bateau est en drapeau. En fait, l'hélice tient le bateau et le bateau est en drapeau derrière l'hélice, quoi. Tandis que si il faut le tenir face au vent avec une hélice qui est à l'arrière, ça marche pas du tout de la même façon. Donc lui, souvent, il faisait ça, il se mettait cul au vent avec un tout petit peu de gaz, et puis il préparait ses haussières, il faisait ce qu'il avait à faire pour préparer son arrivée. J'ai trouvé que c'était une très bonne pratique. Donc, prise au quai par l'arrière, ben voilà, il prépare ses haussières, il se pointe face au quai. Alors le seul truc difficile, c'est ça, c'est de lancer sa boucle pour choper la bite d'amarrage qui est là. Mais après, je vais vous montrer qu'il y a peut-être une astuce possible pour ça. Donc en fait, il vient tout près avec son moteur et comme là, il est occupé avec son haussière, il mettait au point mort. Bien sûr, je l'ai pas précisé, mais ça va de soi. Le vent là venait du quai, quoi, nous portait vers le large. Et ensuite, alors il faisait très souvent ça, il met son haussière sur le winch avec 2 tours morts et une demi-clé. Et ça lui permet aussi d'utiliser le winch s'il a besoin de le raccourcir sans se fatiguer et sans se faire mal. Voilà, là on voit 2 tours demi-clé là, et c'est qu'à la toute fin qu'il utilisera les taquets en fait. Donc là, l'haussière elle passe dans le taquet bâbord. Alors une fois qu'il est dans cette configuration là, eh ben, il met un peu de moteur en avant et le bateau il va se rabattre tout seul le long du quai. Donc là c'est pareil, un point fixe et le moteur, et en fait on peut faire énormément de choses. Là, il est allé dans le passe avant, il attend tranquillement que le bateau se range le long du quai. Donc ça, pareil, on ne se fatigue pas, il n'y a aucun stress. Voilà, c'est ce qu'on voit aussi sur cette image-là. Là, on voit que c'est embrayé, on devine les remous là, du moteur, et le bateau se range tranquillement. Si le vent venait du quai et nous empêchait, s'il fallait d'une façon ou d'une autre forcer le plaquage du bateau, ben là, il le fait en utilisant l'haussière passe dans le taquet d'embelle, c'est-à-dire le taquet qui est à peu près au milieu du passe avant, et vient sur le winch. Et il utilise le winch pour le plaquer, le forcer à se plaquer, mais au winch, donc sans se fatiguer. Et à la fin, le moteur embrayé fait que le bateau est maintenu, donc on le voit qui débarque là, en marchant, sans sauter, tranquillement, il va s'amarrer. Alors ça, c'était une astuce de lecteur qui était sympa, qu'on nous avait envoyée
On en met tous les mois dans le courrier des lecteurs, les astuces du mois. Bon voilà, c'était un gars qui avait tout simplement une sorte de manche à balai avec 2 petits bouts de tube PVC et pour attraper sa bite d'amarrage sans avoir à faire des acrobaties et sans avoir à faire le coup du lasso là. Et c'est vrai que c'est on s'y était repris là à 2-3 fois, c'est pas si évident. Avec ça, voilà, ma foi, c'est plutôt malin. Alors, autre sujet, prise de coffre. Prise de coffre. Il y a de plus en plus il y a de plus en plus de mouillages organisés où on mouille pas son encre, mais on prend un coffre. Vu la façon dont sont faits les bateaux aujourd'hui, donc là on est sur un RM 1050, donc pas si jeune que ça. C'était déjà le cas c'est des cockpits ouverts comme ça, et les étraves sont de plus en plus hautes. Donc en fait, la bonne solution, c'est de prendre le coffre par l'arrière. Et en plus, on voit beaucoup mieux ce qu'on fait. On approche la bouée plus facilement, en marche arrière, hein, on y revient. Donc là, voilà, hop, saisir l'haussière. Et puis après, on a pris une bonne longueur d'haussière. Et puis on fait le voyage dans le passe avant. Bon, on a bien sûr passé l'haussière à l'extérieur de tout, à l'extérieur des haubans, etc. Et puis une fois arrivé à l'avant, donc là, on fait un aller-retour. Si on fait un nœud de chaise, attention, faire une longue boucle pour pouvoir la défaire sans avoir à se pencher jusqu'à la bouée. Ah ouais, alors si vraiment vous tenez à la prendre par l'avant, ça c'est quand même un peu casse-gueule. Bon, on l'a tous fait, hein, ça se fait, mais c'est pas génial. Sinon, équipez-vous, n'hésitez pas, il y a des gaffes automatiques qui sont super bien faites, ou là c'est des systèmes un peu de mousquetons, qui se prennent sur une gaffe et qui se clipsent comme ça. Ça c'est quand même bien pratique. Oui, c'est quand même nettement moins galère. Alors l'équipage, j'ai mis cette image parce que j'aime bien. Ils sont juste parfaits ces gens. Ils ont l'impression que chacun sait ce qu'il doit faire avec le plus grand calme. Ils ont leur gilet. Ils sont parfaits. Oui, c'est là que je disais, l'idéal quand on a un équipage de novices, c'est de savoir s'en passer. Bon, après, peut-être les gens sont aussi là pour apprendre et on va leur donner, on va être un peu pédagogue et ça, leur apprendre des choses. Mais c'est bien si on sait faire les choses seul, on n'aura pas de stress sur la manœuvre. On va leur donner des choses à faire, mais on sait aussi faire sans eux. Voilà, et ça, c'est quand même intéressant. Donc, ne pas mettre les gens en difficulté, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Annoncer clairement ce qu'on va faire. Et alors, c'est dire clairement ce qu'on va faire. Et donc, toi, tu prends, je dis n'importe quoi, tu prends la garde, tu te mets au niveau du haut-banc. Et quand on sera contre le ponton, tu descendras sans sauter en utilisant le haut-banc pour bien expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire et à quel moment ils doivent le faire. Et tout doit se passer évidemment sans hausser le ton. Faut pas que le stress monte en flèche au premier imprévu, quoi. Le kata. Alors, si vous louez un bateau, par exemple aux Antilles, mais pas forcément que aux Antilles. Enfin bon, il y a certaines destinations où il y a surtout des katas. Alors l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'un monocoque en fait à manœuvrer, parce qu'on a ces deux moteurs excentrés et que ça va se manœuvrer, on dit un peu comme un char, quoi, comme un tank avec ses chenilles, une en avant, une en arrière. Vous pouvez vraiment tourner comme une toupie, tourner sur place. Vous êtes très précis. Ça peut être un peu intimidant parce que c'est massif, hein, ces katas de croisière, c'est des gros trucs. Mais en fait, c'est d'une simplicité assez déroutante en fait. Vous voyez, là, on rentre dans un espace au ponton qui est tout juste, mais ça se fait très facilement. Alors, moi, mon conseil, ce serait comme on fait sur l'image, là, on verrouille la barre en position centrale, neutre, et après, on fait tout au moteur, en fait. Parce que sinon, la barre, elle se tourner toute seule, si on met en marche arrière, le gouvernail va partir d'un côté en entraînant la barre, et ça va fausser la manœuvre. Finalement, le mieux, c'est de la figer, et de faire avec les deux manettes là qu'on voit, les deux manettes de gaz, avant-arrière. Donc là, les deux sont en avant, mais en jouant sur l'une et l'autre, on se positionne vraiment à volonté. Donc le kata a vraiment cette facilité là, quoi. Et une fois arrivé la queue au ponton, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir croiser les amarres pour bien stabiliser l'arrière, hein, qu'ils puissent pas se balader de gauche à droite.
toujours kata, mouillage. Alors indispensable, la pantoire. Ce qu'on appelle la pantoire, c'est cette haussière qui est prête à l'emploi, qui est déjà gréée, qui est toujours prête, qui est prise directement sur chacune des étraves et qui est rangée sur ce bateau-là. Elle est rangée dans la baille à mouillage. En fait, elle est prise sur le côté quand on lève l'ancre, quand on ramène le mouillage, on la marre sur un côté genre, il y a un mousqueton qui sert à ça dans la baille. Et puis quand on mouille, arriver à, disons, une petite dizaine de mètres de ce qu'on veut mettre de longueur de chaîne, là, on va la saisir sur la chaîne, et puis après, on continue de dérouler la chaîne, et hop, c'est la pantoire qui va rentrer en tension, et la chaîne entre la tête de la pantoire et la baille sera molle. Et ça, c'est indispensable, parce qu'en kata, sinon, vous allez beaucoup trop éviter, vous allez tourner, faire des grands cercles autour du mouillage, tandis que là, si le bateau part d'un côté, eh ben, ça rentre en tension au niveau de l'étrave droite, donc ça va le ramener beaucoup plus vite. Là, cette image qui est à moitié air, moitié eau, quel talent, on la voit très bien, la pantoire, elle est là. Donc ça, dès qu'on reste au mouillage, je dirais plus d'une demi-heure en kata, on met la pantoire. Puis bon, vous voyez, c'est vraiment tout simple à faire, il n'y a rien à... Et j'ajouterais, mais ça je vais y revenir tout à l'heure, que cette histoire, on n'appelle pas ça une pantoire sur un monocoque, parce que c'en est pas une, mais c'est une estrope, enfin, une haussière en fait, qui soulage le mouillage et qui évite qu'on tire en fait sur le guindeau. C'est vraiment à faire en monocoque aussi, c'est hyper important. Je vais vous dire pourquoi. Ben voilà. Dans ce cas-là, j'ai appelé ça mouillage à la grecque. En fait, partout en Méditerranée, on fait ça, hein. On peut le faire aussi en Atlantique, mais comme il y a des marées, c'est quand même moins pratique. Là, on est mouillé, cul à la roche, avec des longues haussières, et l'encre qui est là. Et alors ça, en plus, c'est du vécu. Le soir, on a fait cette photo, c'était juste euphorique. C'était, vous voyez l'endroit, enfin, c'était juste génial. Et on était tellement euphorique qu'on a complètement oublié de mettre ce que j'appelle l'estrope. Donc, c'est une haussière. Alors, soit vous avez ce qu'on appelle une main de fer, c'est-à-dire une espèce de crochet qui se met sur la chaîne de mouillage. Soit vous faites 2-3 demi-clés, ça marche très bien, sur des maillons de la chaîne. Et puis, vous laissez, disons, on va dire, allez, 3-4 mètres, 5 mètres. Et puis, l'autre extrémité, vous la frappez sur le taquet du bateau. Et après, vous libérez de la chaîne. Ce qui fait que c'est cette estrope qui va rentrer en tension. Et vous n'allez pas avoir la chaîne qui va rester en tension sur le guindeau toute la nuit, parce que ça, c'est absurde. Et en fait, nous, cette nuit-là, il y a une brise de mer qui s'est levée au milieu de la nuit, avec rien de méchant, mais du coup, un petit clapot qui venait de face. Et ça a été épouvantable parce que ce petit clapot a suffi au bout d'un moment pour faire sauter la chaîne du barbotin. Et du coup, on rendait de la chaîne, on partait dans les cailloux. Enfin, on a passé. Bon, il n'y a pas eu de catastrophe au final, mais tout ce stress nous aurait été évité si on avait mis cette estrope de mouillage et qui, de toute façon, nécessaire pour. Vous pouvez arracher un guindeau si vraiment ça tire fort, quoi. C'est pas fait pour ça le guindeau. En fait, c'est pas fait pour rester en tension pendant des jours et des nuits, quoi. Alors, mouillage à la grecque toujours. Donc c'est un peu la même configuration au port, dans les ports grecs. Si vous louez un bateau là-bas, si vous allez là-bas, vous verrez que tout le monde fait ça. On mouille son ancre, on recule, on recule, on recule, et hop, on s'amarraquette. Donc c'est un peu comme en Méditerranée chez nous, sauf que chez nous il y a des pendilles, c'est-à-dire il y a une chaîne mer là, et puis il y a un bout de flottant qu'on récupère, et hop. Donc là, nous, là il n'y a pas de chaîne mer en Grèce, enfin la plupart du temps, voire dans 98% des cas. Et donc on mouille sa propre encre. Donc là, sur cette image-là, vous avez le cas d'un bateau qui n'a pas fait comme tout le monde et qui s'est mis le long. Lui aussi, mais c'est pas embêtant. De toute façon, il fallait pas être là. Et bref. Et les autres se sont mis comme il faut. Et en fait, le problème, c'est que bon, c'était nous. Quand on est arrivé, on s'est mis longside, comme il dit, c'est le long du quai, parce qu'il y avait que nous, on était tranquille. Et en fait, quand les gens arrivent, ils se mettent réglementairement, on va dire, en épi. Et au bout d'un moment, ils vont bien sentir que c'est pas cool parce que vous prenez plein de place à quai. Donc effectivement, voilà, il faut faire les choses comme tout le monde, c'est important. Donc il faut, quand on fait ça, c'est une grande longueur de chaîne. Il faut pas hésiter à mouiller vraiment loin, reculer assez vite pour bien étendre la chaîne, frapper l'arrière. Après, on prend une bonne tension. Elle n'a pas hésité à mettre de la tension vraiment dans le mouillage en espérant qu'il est bien croché. Et puis après, on règle la longueur d'haussière à l'arrière pour débarquer facilement. Souvent, la nuit, d'ailleurs, on remet un peu de longueur et on reprend de la chaîne pour être un peu tranquille, avoir de la marge à l'arrière.
Le problème qu'on peut avoir, c'est la tenue latérale, c'est-à-dire s'il y a du vent qui vient de côté, vous voyez, ce Super Maramu là, à un moment il y a eu un coup de vent, et ben il nous tombait dessus, donc c'était embêtant. Et donc cette haussière bleue qu'on voit là, je l'étais allé la passer avec lui pour ma propre sécurité. Bref, c'est une très longue haussière, on avait rabouté 2 haussières d'ailleurs, et en fait elle vient sur une bite qui était sur ce quai-là, mais beaucoup plus loin là-bas. Donc comme ça, on s'assure que. Mais bon, ça on peut pas toujours le faire. De toute façon, en Grèce, on improvise pas mal avec les éléments du décor. C'est beaucoup de système D. De toute façon, il n'y a personne dans les ports, il n'y a pas de capitainerie, donc vous vous débrouillez. Ah, ça m'a fait sauter mon affichage, dis donc. Juste peut-être FX aussi, Oui. sur les chaînes qui se croisent après en Grèce, tu sais, Ah bah oui. faire attention Bah quand ça les c'est un mecs classique. arrivent, parce que ça peut passer des matinées d'enfer, quoi. Tu as bien raison de le souligner. En fait, au début, on est un peu traumatisé par ça. Et puis en fait, on s'aperçoit que comme ça arrive tout le temps, parce que forcément, oui, les chaînes font un peu des plats de spaghettis là au fond du port. Comme ça arrive tout le temps, en fait, les gens sont assez zen. Vous remontez à la chaîne du voisin, il dit ah bon, bah ok, on recommence. Et puis on. Alors il y a un truc. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que les gens prenaient ça très, très zen. Bon, voilà, on est en vacances, on va pas s'énerver. Non, mais en plus, ça arrive beaucoup. Et puis, voilà, c'est un peu inévitable. Donc, les gens s'énervent pas trop. Quand vous ramenez la chaîne de quelqu'un, alors j'avais un schéma, mais je l'ai pas là, c'est idiot. Il y a un truc qui marche bien. En général, vous pouvez pas la ramener jusqu'en haut, la chaîne en question. Il faut la ramener le plus près possible de la surface, passer une haussière dessous, la ramener, la mettre en tension légèrement, et puis après vous relâchez l'ancre. Donc là, c'est l'haussière qui prend la tension, et du coup, vous pouvez après ramener votre ancre parce qu'elle est dégagée de la chaîne. Voilà. Et après, vous relâchez l'haussière et vous partez. Hmm. Voilà, C'est bien voilà. comme tips. Est-ce Alors, que oui, il y a quelques questions. Tu as peut-être quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux non, questions? non, non, bah moi, voilà, bah tiens, c'est ma dernière slide, c'est incroyable. Donc, s'il y a des questions, je vous Incroyable. écoute. Alors, il y avait quelqu'un qui demandait quel est l'angle d'attaque maximum quand on arrive au quai. L'angle d'attaque maximum. Alors, on va prendre une image d'arrivée au quai, comme ça, là. Ouais. Alors, moi, les chiffres, c'est pas mon truc, moi, c'est plutôt les lettres. Là, moi, je dirais qu'on peut être un peu plus aigu. Ben, je sais pas, 45 degrés? C'est déjà 45 degrés, on est quand même pas mal face au quai, hein, mais c'est un peu, c'est quasiment ce qu'on a là, en fait. On a un peu moins. Allez, moi je Ok. dirais 45 degrés. En fait, ça dépend aussi de la réactivité du bateau. Si le bateau répond très bien à la barre et pivote d'un coup, c'est pas mal parce que justement ça permet d'arriver assez sec. Et si au coup de barre il se range tout de suite, il n'y a aucun problème. En fait, tout est plus simple quand on connaît la réaction du bateau. Et c'est bien de le tester un peu en eau libre, dans un endroit où il n'y a pas trop d'obstacles. On regarde un peu comment il réagit et on prendra après les bonnes décisions. Ok, super, merci. Alors, il y a une autre question, c'est bonjour, quelle astuce lorsque le vent nous pousse dans le catway? Nous pousse dans le catway. Eh bien, il faut serrer les fesses, c'est très important. Non, mais oui, bah, c'est moins facile, bien sûr. Je cherche un cas qui soit parlant. Pourquoi, en fait, j'ai pas le bon affichage? Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Voilà, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, le vent, dans ce cas-là, il était. Donc dans le cas où le vent viendrait là de la gauche, là, viendrait comme ça. Bah, sauf si le vent est très fort, en l'occurrence, ça devrait bien se passer. Là, vu qu'on rentre en marche arrière, on aura pas mal de puissance, on sera facile d'arrêter le bateau parce qu'on est en marche avant, donc ça répond tout de suite. Après, dans ce cas-là, s'il y avait beaucoup de vent qui viendrait de cette direction-là, peut-être que le plus malin serait justement de le faire, ça va à l'encontre de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais de le faire en marche avant, parce que justement cul au vent. Donc cul au vent, c'est plus facile de réguler ce qui se passe. Je peux contrer l'effet du vent et y aller progressivement. En fait, vous avez deux manières de faire. Soit vous cherchez à contrôler ce qui se passe, cul au vent et d'amener le bateau petit à petit. Soit vous misez plutôt sur la rapidité d'exécution
faites une grosse marche arrière, avec le safran qui mord bien dans l'eau, qui vous permet de diriger le bateau malgré le vent, et puis le coup de marche avant à la fin qui va l'arrêter d'un coup sec. Moi, je pense que c'est plutôt ce que je ferais. Mais c'est sûr que plus il y a de vent, ben, plus il faut y aller franco, pas hésiter à mettre des bons coups de bourrin, j'allais dire, vous voyez, des bons coups de moteur. Ok, merci beaucoup. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur la prise de pendille. Ah, la prise de pendille. Expliquez ce que c'est. Oui, tiens, alors, est-ce que j'ai des images? Bah, la pendille, en fait, bon, on va repartir des images du mouillage à la grecque, parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. Alors là, par exemple, il y en a des pendilles. Ça, c'est à Marseille. En fait, une pendille, regardez, en général, c'est un bout qu'on attrape là près du quai, et, on va aller après sur le bout, tout en marchant vers l'avant du bateau, et, le mettre en tension. Non, ça c'est en Atlantique. Bah, une pendille, voilà, c'est un bout qui se trouverait là et qui rejoindrait une chaîne mère située ici. Donc, donc c'est le même cas que celui-là, mais en plus facile parce que vous n'avez pas à mouiller votre chaîne. Le tout, ça va être de bien régler la tension après de ce bout-là. Vous pouvez le faire en utilisant le moteur d'ailleurs. C'est souvent ce qui est le plus efficace. Après, ce serait de la pratique. Je ne sais pas très bien quoi vous dire d'autre, moi, sur la prise. En fait, c'est une prise de quai, sauf qu'à la fin, on se hale sur la pendille et on met le bateau en tension pour qu'il reste bien droit dans l'axe de la pendille. Souvent, il y en a deux d'ailleurs, une à bâbord, une à tribord. Ok, super, merci. Alors, la prochaine question, c'est à propos du propulseur d'étrave. Ah, Donc, c'est également utile. Néanmoins, quels sont les points spécifiques à prendre en compte, par exemple le temps de fonctionnement ou la consommation? Point d'interrogation. ouais. Ah ouais, alors non, moi je trouve ça, enfin, le professeur de trap, c'est à la fois rassurant et hyper stressant parce que, je sais pas, moi, parfois j'ai eu des trucs bizarres, tout d'un coup il répond plus au pire moment. Moi je trouve que le mieux, bon alors après si on a un 50 pieds, que évidemment c'est quand même pas mal, le mieux c'est de savoir s'en passer et l'utiliser comme aide. Et justement, typiquement, ce qu'on voyait tout à l'heure, un départ sur garde, ça se fait pas besoin de propulseur d'étrave. Quand on sait faire ça, bon bah voilà, après on peut s'aider, mettre un petit coup de propulseur pour accélérer les choses, je ne sais quoi. Mais le mieux, voilà, c'est de savoir s'en passer pour l'utiliser, disons, en confort. Et je vous dis ça aussi, parce que c'est aussi à la limite du confort auditif dans le port. Je sais pas si vous allez dans un port, il y a pas mal de bateaux, un port l'été, type Porquerolles, voilà, où tout le monde utilise son propulseur, ça fait un boucan d'enfer, c'est quand même un engin assez désagréable. Mais bon, on est souvent bien content de l'avoir. Attention de ne pas surestimer sa puissance. Vous avez un bon vent plaquant, par exemple, sur un gros bateau, bah, très souvent, ils sont dimensionnés un peu juste et vous n'allez pas forcément étaler le vent qui vous plaque contre le quai. Et à forcer dessus, vous risquez de le faire disjoncter et, parce qu'il y a des sécurités électriques en général dessus. Et du coup, si vous vous retrouvez sans propulseur alors que vous comptez énormément dessus, vous pouvez vous retrouver dans des situations délicates. D'où, je reviens à l'idée de départ, savoir s'en passer pour bien l'utiliser. Ok, merci. Alors, la prochaine question qui est revenue, c'est les différences pour une arrivée au port entre une barre franche et une barre à roues. Alors, je trouve la barre à roues est quand même assez confortable. Vous voyez sur l'image tout à l'heure de la marche arrière, du coup c'est extrêmement simple. La barre franche présente, voilà, là on le voit bien. La barre franche, elle a une difficulté, elle a un truc à prendre en compte en marche arrière, c'est que vous pouvez prendre un gros coup de rappel de la barre. Là, si vous avez un peu de vitesse en marche arrière, où est ma souris? Elle est là. Un peu de vitesse en marche arrière et que tout d'un coup, il donne il veut envoyer le cul un peu vers la gauche, vers la droite dans le sens de la marche arrière. Dès lors que le safran commence à avoir une prise là sur l'eau et qu'on est en train de reculer, eh ben, ça peut devenir très puissant très vite. Il y a des gens qui se sont fait mal comme ça, c'est-à-dire que la barre peut peut partir vers la droite très fort. Donc là, par exemple, dans la situation où il pourrait se faire, je sais pas, un bon bleu sur la cuisse ou ce genre de choses. Donc voilà, faire un peu attention à ça avec une barre franche. Bon, bah sinon c'est pareil, hein, dans le principe de fonctionnement. Ok, merci.
J'ai eu des questions sur les prises de coffre. Est-ce que peut-être tu pourrais revenir sur les détails de la prise de coffre repasser Alors, rapidement les étapes pour que ce soit ici, clair? ça tombe bien, on est dessus. Le barreur ici conduit la marche arrière en gardant un œil sur le coffre. Donc là, en marche arrière, une fois de plus, j'aime bien ça parce qu'on voit exactement ce qu'on fait. Et il ne devrait pas avoir trop de mal à amener le coffre vraiment au niveau de l'équipier qui est à l'arrière. Donc l'important, c'est que là, l'équipier, il a préparé une haussière qui fait déjà tout le tour du bateau par l'extérieur, c'est-à-dire en passant à l'extérieur des filières et des haubans et de tout. Donc là, j'ai fait mon nœud, je pense, j'ai fait un nœud de chaise. Et puis, ensuite, je pars avec ma bouée à la remorque, je pars vers l'avant du bateau. Et donc le bateau va tranquillement pivoter, tourner sur lui-même, se mettre dans le même sens que les autres. Et puis une fois à l'avant, je vais la régler comme je veux, c'est-à-dire que je vais faire, le mieux c'est de faire un va-et-vient, un aller-retour, le frapper sur le taquet. Et si on passe la nuit, on en mettra une deuxième, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Toujours mettre une haussière de sécurité sur un coffre. Que vous dire d'autre? Voilà, je pense qu'une fois qu'on a saisi le coffre ici, le moteur il est au point mort, on n'y touche plus, hein, on va pas l'aider à pivoter. Ça va se faire naturellement, il va se ranger dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a écrit là dans le texte? L'équipier dévolu au coffre l'accompagne vers la plage avant, tandis que le bateau continue à reculer. C'est ça. Une fois l'étrave à la hauteur du coffre. Ah oui, voilà. Une fois l'étrave à la hauteur du coffre, le barreur doit s'efforcer de stabiliser le bateau afin de faciliter l'amarrage sur le taquet. C'est vrai que s'il y a du vent, si l'étrave prend le vent d'un côté, etc., ou s'il y a du courant en rivière, je ne sais pas, ça peut être intéressant que le barreur remette un petit coup de moteur en avant, par exemple, pour contrer l'effet du vent et permettre à celui qui est à l'avant de faire tranquillement son nœud sans avoir de tension. Voilà. Ok, merci beaucoup. On a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Moi, sur les prises de coffre, François-Xavier, est-ce Ouais. que si quelqu'un d'autre veut se mettre sur le même coffre, quels pourraient être tes conseils? Manivelle de winch, CAF, jet éventuellement de canettes de bière, mais c'est pas. Non, mais ou à Non, couple, mais si non, bien sûr. quelqu'un, ou alors tu vois, si tu te mets à couple, est-ce que la personne, Alors là, se mettre à deux sur un coffre, je pense qu'il vaut mieux le faire avec la bénédiction des autorités locales. Parce qu'il ne hum, faut jamais surestimer la résistance d'un coffre. Bon, normalement, c'est pris sur des gros blocs de béton, mais parfois, on peut avoir des surprises, hein. ouais, Non, normalement, alors en rivière, il peut arriver que ce soit de l'embossage avant-arrière, c'est-à-dire coffre à l'avant, coffre à l'arrière. Ça, c'est bon, soit dans la rivière ou dans des avant-ports assez encombrés, comme à Douélan, par exemple, en Bretagne Sud. Mais dans ces endroits-là, vous êtes accueillis l'été, en tout cas, par des gens qui vous placent, qui vous disent quoi faire. Moi, je me mettrais pas de ma propre initiative à couple sur un coffre. Je pense pas que ce soit forcément une bonne idée. hum. Ou alors demander leur avis à. Si c'est un mouillage organisé, vous allez forcément voir des gens, ne serait-ce que pour la simple raison qu'ils vont vous demander des sous. Hum. Voilà. Merci. Clara, il y a d'autres questions un petit peu sur le chat? Alors, il y a une dernière question. Alors, Comment ça va Naval Magazine? C'est extrêmement simple. il y a une question qui est un peu plus précise. Il y avait juste quelqu'un qui voulait savoir ce que tu pensais du gadget Docking Stick qui permet de s'amarrer seul sans quitter le bord. Ouais, en fait, Docking Stick, je pense que oui, c'est ça. C'est un petit joystick qui commande. Donc, là, c'est propulseur d'étrave et propulseur de poupe. Voire, c'est des systèmes de pod qui tournent et tout. Bon, là, je pense que c'est assez génial. Enfin, disons que c'est très très pratique. Après, enfin, moi j'ai jamais utilisé en fait, mais je crois qu'on positionne vraiment le bateau comme on veut. Un coup de stick à gauche, le bateau part en crabe à gauche, etc. Donc tant que tout fonctionne, c'est super. Mais j'aurais la même remarque qu'avec le simple propulseur d'étrave, c'est que je pense qu'il faut savoir s'en passer et l'utiliser en confort très bien.
mais il faut quand même savoir manœuvrer le bateau avec la manette des gaz et la barre, quoi. Voilà, pour ne pas être en panique si la haute technologie tombe en rade, ce qui peut toujours arriver et ce qui finit toujours par arriver tôt ou tard d'ailleurs. Ok. Bah justement, en parlant de technologie ou de problèmes à bord ou de moteurs qui tombent en rade, quelqu'un demande comment est-ce que tu as des conseils pour une manœuvre à la voile? Ah, manœuvre à la voile. Bon, alors les gens les capitaines de port n'aiment pas beaucoup ça. Mais cela dit, on peut avoir à le faire. Bah, en général, c'est souvent quand on a un problème de moteur au pire moment. Bon, moi, ça m'est arrivé. Donc, dans ce cas-là, le premier réflexe, c'est souvent, on a comme très souvent maintenant des génois enrouleurs, c'est de dérouler le génois ou un bout de génois pour essayer d'arriver quelque part, de se mettre on choisit souvent un bout de ponton dans ces cas-là, pour peu qu'il y en ait un libre ou à couple. Bah voilà, et d'avoir assez de vitesse pour pouvoir faire une manœuvre, quoi. Sinon, donc ça, c'est quand on tombe en panne au mauvais moment. Si on fait volontairement une manœuvre à la voile, bah, si on a un bateau qui manœuvre correctement sous grand voile seul, c'est quand même l'idéal. Bah, une prise de coffre à la voile, ça se fait bien, hein. En général, on arrive plutôt au bon plein. Comme ça, on peut au choix ralentir ou freiner. Parce que si vous arrivez au près serré, euh, vous pouvez moins bien réguler votre vitesse. Et au dernier moment, hop, vous vous mettez en drapeau, c'est-à-dire vous choquez en grand la grand voile, ou vous donnez un coup de barre. Et bon, par contre, c'est mieux de la réussir du premier coup, parce que si l'endroit est assez encombré, il y a forcément un moment où vous ne serez pas manœuvrant et ça risque d'être un peu compliqué. Mais après, tout ce qui est mouillage dans des endroits assez tranquilles, le problème c'est les autres, hein, c'est toujours pareil, des endroits où il y a beaucoup de monde, c'est là où vous risquez d'avoir des soucis en manœuvrant à la voile. Si vous avez de la place, c'est super de s'entraîner à faire des prises de coffre ou des mouillages à la voile. Ou ce qui se fait très bien, c'est des départs de mouillage à la voile. Vous relevez l'ancre, grand voile haute, et quand vous arrivez à pic, c'est-à-dire ancre verticale, vous finissez de la relever. Et puis, en général, le vent vient de la terre si vous avez bien choisi votre mouillage. Donc, vous n'avez plus qu'à laisser porter, dérouler un bout de génois pour que le bateau abatte, et hop, c'est parti. Et c'est vrai que partir comme ça, sans avoir des vibrations de moteur et sans avoir démarré le moteur, on commence très bien la journée. Merci beaucoup. Et ben, on a fait le tour de toutes les questions. Merci François-Xavier. Eh ben, merci à vous. J'espère que Merci ça François-Xavier. a été utile, que ça sera utile pendant les croisières de cet été. Et voilà, bonne fin de journée à tous. Ouais, merci. C'était hyper intéressant. Moi, je suis resté concentré. Ça demandait quand même pas mal d'attention et de concentration pour bien tout suivre. Mais je pense qu'on a tous appris une foule de choses. Bon, Donc, merci beaucoup François-Xavier de Voile Magazine. Et puis, merci Clara et donc Wapala pour l'organisation de cette formation en ligne. Et merci beaucoup Marine aussi pour ton aide pour ce deuxième webinaire de Globe Sailor. À très bientôt. Ce sera disponible en replay, donc sur le site de Voile et Moteurs et de Globe Sailor. Je vous souhaite un excellent été à tous, de belles croisières, de belles navigations et de belles manœuvres au port. À très bientôt et merci à tous. ciao. Merci à tous. Bye À bye. bientôt. Au revoir.